Bienvenue sur les liens du passé. La fête de remise de diplôme de ma fille était le jour le plus fier de ma vie, jusqu'à ce que mon père saisisse un pied de biche et fracasse le capot de sa toute nouvelle Mustang. Ce n'était pas juste une voiture. C'était le cadeau pour lequel j'avais économisé pendant 2 ans. Des matins aux aurores, des quarts de travail tardifs, chaque prime mise de côté discrètement. Elle pensait que nous allions juste déjeuner. Au lieu de cela, nous avons retiré la housse de la voiture devant toute la famille. Rouge sur mesure, bande de course noire, ses initiales brodées sur le siège. Elle a pleuré. J'ai pleuré. Et puis ma sœur gâtée de 29 ans qui se cherche encore, a dit « Attends, je pensais que la voiture était pour moi. » Papa a dit qu'Ethan s'en occuperait. Tout le monde a arrêté de respirer. Ma fille avait l'air confuse. Pourquoi serait-elle pour elle? C'est la mienne. Mon père s'est avancé. Espèce de petite morveuse irrespectueuse. Cette fille a vécu l'enfer. Toi, tu as la vie facile. Cette voiture devrait aller à ta tante. Et avant même que je puisse bouger, il a plongé la main dans le coffre de sa propre voiture, en a sorti un pied de biche et l'a abattu sur le capot. Le bruit, le métal qui se déforme, quelque chose s'est brisé en moi. La fête s'est terminée dans les cris. Ma fille était assise, tremblante. Et mon père, il m'a traité d'ingrat. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ma grand-mère avait tout vu. J'ai ramené ma fille à la maison en silence. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste fixé le capot écrasé comme si quelque chose en elle avait été brisé aussi. Pas juste la voiture, mais le moment, le souvenir. Je ne veux plus qu'il m'approche, a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas parler. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma sœur. Tu sais qu'il a raison. Je mérite cette voiture. C'est juste une gamine. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, j'ai appelé l'assurance. Ils ont dit que les dommages ne seraient pas couverts car ce n'était pas un accident, et le rapport de police que nous avions déposé se transformerait en affaire pénale à moins que je ne retire la plainte. Mon père leur avait dit que je lui avais donné la permission de déplacer la voiture, un peu brutalement. Mais c'est là qu'est arrivé le rebondissement auquel je ne m'attendais pas. Ma grand-mère a appelé. Elle a 84 ans. Sévère, impitoyable. La dernière personne qui s'implique d'habitude. Sa voix était calme, chirurgicale. J'ai vu ce qui s'est passé. Ethan, la Mustang, les cris. J'étais sous le porche quand il l'a attaqué. J'attendais la culpabilisation familiale habituelle, mais à la place, elle a dit « J'en ai assez ». Elle m'a demandé de la retrouver à la banque cet après-midi-là. Je n'ai pas compris jusqu'à ce que je voie l'enveloppe dans sa main. Ce n'était pas un chèque. C'était un document, et son nom était sur le titre de propriété, non pas de la voiture, mais de la maison où vivent mes parents. Je me suis assis en face de ma grand-mère dans ce petit bureau lambrissé de la banque. Encore sous le choc. Elle a ouvert l'enveloppe et a fait glisser les documents vers moi. Un acte de propriété signé. Tamponné. Sa voix ne s'est jamais élevée au-dessus d'un murmure. Ton grand-père m'a laissé la maison, pas à eux. Je les ai laissés y vivre gratuitement pendant 20 ans. J'ai payé les taxes, les réparations, parce que je pensais aider. Mais j'ai vu ce qu'il a fait à cette voiture, à ta fille. Et j'ai réalisé que je n'ai pas élevé un monstre. J'ai élevé un profiteur qui en est devenu un. J'ai cligné des yeux. Tu veux dire? Je veux dire, m'a-t-elle interrompu, que cette maison est à moi. Et à partir d'aujourd'hui, je la mets sous une fiducie avec une condition. Elle s'est penchée vers moi. Il part, ou ils partent tous les deux. J'ai failli rire, pas par humour, mais par choc. Ma grand-mère était restée silencieuse pendant des années alors que papa insultait, dominait et dictait chaque réunion de famille comme s'il possédait le dernier mot. Maintenant, c'était elle qui tenait le stylo. Elle m'a tendu un autre papier, notarié et prêt à être déposé. Aide-moi à traiter le transfert, a-t-elle dit, et trouve-moi un avocat, un vrai. Je l'ai regardée, cette même petite femme qui tricotait des couvertures et cuisinait du pain à la banane. Et j'ai vu clair. Elle ne demandait pas vengeance. Elle exécutait un jugement. Et papa, il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Dès le lundi, les papiers étaient déposés. La fiducie était active. Et ma grand-mère, de l'écriture la plus stable que j'ai jamais vue, a signé l'avis formel qui serait remis en main propre à mon père le vendredi. Il aurait 30 jours pour quitter la propriété. Pas d'exception, pas de négociation. Pendant ce temps, j'ai emmené la Mustang de ma fille chez un carrossier tenu par un vieil ami du lycée. Je paierai tout ce qu'il faut, lui ai-je dit. Rends-la comme neuve. Mais pendant que j'attendais les réparations, la nouvelle s'est répandue rapidement dans la famille. Ma tante a appelé la première, inquiète, chuchotant, « Tu ne peux pas être sérieux. Tu expulses tes propres parents. » Je n'ai pas donné d'explication parce que ce n'était pas mon stylo qui avait signé l'ordre. C'était celui de grand-mère. Ce vendredi-là,
J'étais assis avec elle sous le porche à siroter un café lorsqu'un coursier a déposé une enveloppe blanche dans leur boîte aux lettres. Mon père est sorti, l'a ouverte et a immédiatement commencé à hurler. Il a traversé la pelouse en trombe, se dirigeant vers le porche. Mais grand-mère s'est levée avant que je ne puisse le faire. Tu n'as pas le droit d'élever la voix ici, a-t-elle dit, toujours sur son ton calme. C'est ma maison. Non, a-t-elle claqué, pointant la boîte aux lettres. Ça, c'est ton avis d'expulsion. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Elle s'est tournée vers moi, calme à nouveau. Ethan, chéri, as-tu apporté les doubles des clés? J'ai hoché la tête, et les serrures ont été changées avant le coucher du soleil. Mon père n'est pas parti sans faire d'histoire. Il a appelé des cousins. Il a rallié des frères et sœurs. Il a même essayé de culpabiliser ma fille, la fille même dont il avait détruit la voiture. Tu l'as montée contre son propre père, a-t-il dit sur haut-parleur, pensant que je n'étais pas dans la pièce. Elle a répondu calmement, tu as fait ça tout seul quand tu m'as traité comme une marchandise d'échange. Pendant ce temps, ma sœur a fait silence radio jusqu'à ce que l'avis d'expulsion atteigne sa boîte aux lettres aussi. Pas en tant que locataire, mais en tant que co-conspiratrice citée dans la plainte jointe à la fiducie. Ma grand-mère avait tout réécrit. Elle n'expulsait pas seulement mon père. Elle retirait ma sœur de la liste des bénéficiaires de la succession familiale. On ne récompense pas l'arrogance, m'a-t-elle dit. Elle pensait pouvoir taper du pied et hériter de la sécurité. Plus maintenant. Le lendemain, la Mustang de ma fille est revenue de l'atelier, parfaitement restaurée. Mieux encore. Ils avaient ajouté un nouveau système stéréo, nettoyé l'intérieur en profondeur et ajouté une petite touche personnalisée sur le panneau arrière. Mérité. Elle a pleuré quand elle l'a vu. Mais cette fois, pas de chagrin, mais de fierté. Alors qu'elle s'éloignait au volant, je me tenais à côté de grand-mère sous le porche. Elle a fouillé dans sa poche et m'a tendu un post-it plié. Je l'ai ouvert. C'était un identifiant pour un compte que je n'avais jamais vu auparavant. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Elle a juste souri. Ça, a-t-elle dit, c'est le reste de l'histoire que ton père ne t'a jamais raconté. L'identifiant menait à un portail bancaire privé que je ne connaissais pas. Interface à l'ancienne, pas de design tapax en grave-l'œil, juste des chiffres et un nom sur le compte. Celui de ma fille. J'ai fait défiler les détails, mon pouce accélérant. Grand-mère, il y a près de 160 000 € là-dedans. Elle a hoché la tête, sirotant son thé comme si elle venait de me tendre une carte de bibliothèque. J'ai commencé à économiser à sa naissance. Ton père se moquait de moi? Il disait que c'était inutile, que tu ne gagnerais jamais assez pour élever une enfant qui en aurait besoin. J'ai avalé la brûlure dans ma gorge. Toutes ces années, ai-je demandé. Chaque anniversaire où j'ai oublié de lui offrir un cadeau, s'est allé sur ce compte. Chaque fête où je n'ai pas pu venir. Je faisais des petits boulots, de la couture pour les voisins de l'église, je louais mon sous-sol à des étudiants. De l'argent discret, pour la seule fille de cette famille qui n'a jamais rien demandé. Je l'ai regardée, j'ai vraiment regardé la femme que la famille traitait comme une relique, celle que personne n'incluait dans les décisions de groupe. Et j'ai vu l'architecte. Elle n'avait pas seulement prévu les tempêtes. Elle avait préparé un canot de sauvetage. Ma fille est entrée dans l'allée, la Mustang ronronnant comme neuve. Grand-mère s'est levée, a pressé le papier dans ma main et a dit, ne lui dis pas encore. Laisse-la profiter de la voiture. Laisse-la se sentir libre pour une fois. J'ai hoché la tête. Mais je savais que ce n'était plus seulement une histoire de voiture. C'était un sauvetage. Et nous n'avions pas encore fini, parce que mon père pensait toujours pouvoir tout récupérer. Il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. 3 jours plus tard, j'ai reçu le message que je savais inévitable. Un texto de mon père, court et amer. Tu as prouvé ton point de vue. Quand est-ce qu'on peut parler de la maison? Je n'ai pas répondu. Il a réessayé. Tu veux que je parte? Très bien, mais ne prétends pas que tu fais ça pour quelqu'un d'autre que toi-même. Toujours le silence. Ce week-end-là, j'ai rencontré l'avocat de la succession de grand-mère. Elle ne faisait pas que transférer l'acte de propriété. Elle réécrivait son testament entier. Le nouveau document excluait totalement mon père et ma sœur. À la place, 50% irait à ma fille. Le reste serait partagé entre 2 associations caritatives, toutes 2 axées sur des bourses pour les étudiants boursiers de première génération. Elle a rendu ses intentions claires. Je ne transmets pas une maison imprégnée de sentiments de dû. Je transmets une leçon. Mérite-le ou perds-le. Pendant ce temps, le fiancé de ma sœur m'a appelé de nulle part. Je n'ai pas signé pour ça, a-t-il dit. Elle m'avait dit que la maison ferait partie de notre avenir. Alors peut-être, ai-je dit, que tu devrais lui demander sur quoi d'autre elle a menti. Ma fille a reçu la lettre ce même jour, celle concernant le compte en fiducie. Elle n'a pas crié, ni sauté, ni pleuré. Elle s'est approchée, a serré grand-mère dans ses bras et a dit, je ne gâcherai jamais ça. Je te le promets.
Mais nous n'avions toujours pas fini, parce que mon père ne partait pas tranquillement. Et grand-mère avait un dernier coup à jouer, un coup qui enterrait son contrôle une fois pour toutes. Le coup final est arrivé enveloppé de silence, exactement comme grand-mère le préférait. Alors que papa était occupé à déblatérer auprès des proches et à essayer de culpabiliser la famille pour qu'elle prenne son parti, grand-mère était assise à sa table de cuisine en train de faire des chèques. Pas des chèques émotionnels, des chèques légaux. Le jour même où l'avis d'expulsion de 30 jours de mon père expirait, un avis d'huissier a été affiché sur la porte d'entrée. Mais ce n'était pas ça le coup de grâce. Le coup de grâce était ce qui venait ensuite. Grand-mère n'a pas vendu la maison. Elle en a fait don à une association locale à but non lucratif qui fournit des logements de transition pour les mères célibataires terminant leurs études universitaires. La maison serait rénovée, réutilisée et renommée la Maison Hamilton. Mais pas d'après mon père, d'après ma fille. La plaque de dédicace dirait, en l'honneur de chaque fille à qui on a dit de céder ce qu'elle avait gagné à quelqu'un de plus bruyant. Tu n'as jamais été le problème. Tu étais la solution. Quand papa a appris la nouvelle, il s'est présenté à la porte de grand-mère une dernière fois. Poing serré, voix tremblante. Tu nous as ruinés, a-t-il grogné. Grand-mère l'a regardé droit dans les yeux. Non, j'ai mis fin au cycle. Puis elle a fermé la porte. Et c'était tout. Ma fille termine l'université au printemps prochain. La Mustang roule toujours comme neuve. Et je rends toujours visite à grand-mère chaque dimanche. Elle n'a jamais appelé ça une vengeance. Elle a appelé ça un réalignement. Moi? J'appelle ça le moment où ma famille a arrêté de me briser et a commencé à perdre son emprise.